12e rencontre art et technique de l'industrie du rêve. Nous sommes particulièrement contents de vous accueillir au Forum des images. C'est la deuxième année que nous tenons un colloque ici. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde pour un matin au frima froid qui sont venus. Donc je vais faire court parce qu'on a quand même un timing assez serré. Vous allez avoir un panel d'intervenants très important aujourd'hui. Je voudrais dire que la préparation de ces rencontres nous a demandé avec Brigitte Tacquenin, qui est là-bas. Viens à côté de moi, Brigitte. On a travaillé avec Brigitte pendant quasiment un an, suite au dernier colloque qui s'était tenu autour des jeunes techniciens, la nouvelle génération de techniciens. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites. Et l'industrie du rêve est depuis 12 ans le lieu où on est tout à la fois une caisse de résonance et une courroie de transmission des problématiques des techniciens. Et donc, avec Brigitte, on s'est dit qu'on allait faire un contre-champ cette année, c'est-à-dire inviter les producteurs et les techniciens ensemble afin qu'il y ait un dialogue qui s'institue ou se réinstitue. Donc, pour ce faire, c'est ce à quoi vous allez assister toute la journée, j'en dis pas plus. Simplement, nous avons lancé une deuxième enquête que vous allez découvrir tout à l'heure, donc voilà, qui depuis hier fait un peu la une de l'actualité cinématographique, vous verrez pourquoi. Et nous avons aussi réalisé, enfin c'est surtout Allociné et Guillaume Martin qui est là, un film, Parole de producteur, que vous allez découvrir. Alors, je voudrais remercier ici tous les partenaires présents qui nous soutiennent fidèlement. Un grand merci à Serge Siritsky qui est là d'écran total, qui est complètement partenaire. Bravo Serge, merci, qui nous a beaucoup aidé aussi. Je voudrais remercier Igor Primo et le CNC pour leur soutien indéfectible depuis le début de la manifestation, c'est-à-dire depuis 12 ans. La région Île-de-France et la commission depuis le début, et la commission du film avec Olivier René Veillon qui est là. Nos départements qui sont le département de l'Essonne et du Val-de-Marne, les laboratoires Éclair, Transpamédia, qui sont aussi des gens importants, les industries techniques nous soutiennent, et ce qui n'est pas du tout évident dans le contexte actuel. Et tous les lieux qui nous accueillent comme la FEMIS, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vais demander à Igor de venir à mes côtés dire quelques mots pour ouvrir ces 12e rencontres. Et bonne journée. Bonjour à tous, merci. Je voulais d'abord exprimer mon plaisir d'être ici, puisqu'effectivement on est partenaire depuis l'origine de la manifestation. Et voilà, c'est un vrai plaisir de l'avoir vu grandir, évoluer au fil des années, d'avoir traité autant de thèmes et d'avoir abordé l'ensemble des facettes de la profession. Je crois que si on est partenaire depuis aussi longtemps, c'est aussi parce qu'on partage un certain nombre de convictions communes, et notamment la conviction fondamentale de l'imbrication totale entre art et technique. Et je crois que l'industrie de rêve se pense comme un carrefour entre art et technique, et ça renvoie au néologisme qu'emploie souvent Éric Garando pour décrire notre secteur, qui est le terme d'art-industrie. Et c'est pas qu'un terme au-delà des mots, c'est aussi, je dirais, un objectif essentiel et majeur du CNC. On a de cesse, par exemple, d'argumenter auprès de la Commission européenne sur le fait que la technique et les industries techniques sont une partie intégrante de la création et doivent à ce titre entrer dans le champ culturel. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est une bataille qu'on mène pour l'instant avec sans succès, mais qu'on essaye constamment de faire évoluer les choses, et on ne désespère pas. D'autant dans un contexte où la liquidation de Quintin Industries montre l'importance et la nécessité absolue de poursuivre notre soutien en la matière, et je ne parle pas que d'un soutien financier. Donc c'est aussi parce que justement art et technique ne font qu'une manifestation comme l'industrie du rêve nous paraît essentielle pour justement faciliter ces échanges, ces dialogues, ces débats entre producteurs et techniciens, comme c'est le cœur de la table ronde d'aujourd'hui. Je parlais de la variété des thèmes abordés au cours des années. Quand on se reprojette 12 ans en arrière, il me semble que le premier thème c'était numérique et cinéma, thème ô combien pertinent et évocateur. 12 ans plus tard, on est sur un thème que vous avez initié l'an dernier sur la nouvelle génération qui participe déjà tellement au cinéma d'aujourd'hui, qui façonnera le cinéma de demain avec le volet, comme Anne l'a dit,
sous le prisme cette année des nouveaux producteurs et de leurs relations avec les techniciens, sous les angles de la création, du financement des films et des conditions de travail, de l'emploi. Et c'est un sujet effectivement qui est essentiel et ô combien d'actualité. Peut-être aussi dire que l'industrie du rêve, ce n'est pas que les débats d'aujourd'hui, c'est aussi une véritable volonté viscérale au fil des années de transmettre les savoir-faire, et ça se traduit par les masterclass, et aussi par les activités de sensibilisation auxquelles on est particulièrement sensible envers le public scolaire, et notamment par les ateliers que vous faites dans le Val-de-Marne, en Essonne, en Seine-Saint-Denis, et qui ont une importance majeure à nos yeux. Et je note aussi le thème qui a été choisi cette année sur la censure et cinéma, à la fois sur une table ronde qui aura lieu demain et le fil rouge finalement de la programmation de cette année, et qui me paraît avoir un vrai sens à l'ère du politiquement correct. Et enfin, ce n'est pas par autocensure que je vais rapidement laisser la place au débat, mais bien par intérêt pour l'ensemble des thèmes proposés, en remerciant à nouveau l'ensemble de l'équipe pour la qualité du travail. Igor, aussi pour le suivi fidèle du CNC et votre aide. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vais passer la parole à Brigitte Acnin, qui est donc on a travaillé ensemble longtemps sur ce colloque. Donc je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure. Merci à tous. Moi je veux bien. Laisse-le là pour tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Attendez. Avant de vous dévoiler l'enquête que vous avez dans votre sac, en fait, l'enquête quantitative qu'on vous a offert et qu'on a préparée, comme Diane, depuis bien longtemps, je vous propose, alors là, c'est pas dans votre sac, une petite synthèse de tout ce travail qu'on a pu effectuer depuis des mois, en allant interviewer les techniciens et les producteurs, confirmés ou nouveaux. Et nous avons comme ça recueilli différents avis et opinions. Comme vous le savez tous dans la salle, être producteur, il y a 1001 façons. Il n'y a pas un modèle, ça a toujours été de tout temps. C'est bien pour ça que les tables rondes ont beaucoup d'intervenants. C'est bien pour ça que les avis sont des fois concordants, se recoupent, mais à chaque fois particulièrement uniques, parce que chaque parcours est différent, comme chaque film. Ça, tout le monde s'accorde à le dire. On est dans une industrie de prototypes à tous les niveaux. Alors, pour commencer. Donc, le métier de producteur, on décide de faire ce métier pour des raisons, des désirs, des compétences, des rapports au cinéma très différents. Mais ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été. La qualité d'adaptabilité, c'est une qualité commune qui est demandée de tout temps aussi pour exercer aussi bien le métier de producteur que technicien. Adaptabilité aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies, à l'humain. L'humain revient beaucoup parce que l'aventure est à chaque fois nouvelle et particulière. Et pour les producteurs, une adaptabilité de plus en plus demandée aux nouvelles ressources de financement qui sont de plus en plus complexes. S'il y a des nouvelles règles du jeu, elles concernent aussi bien les producteurs anciens que nouveaux. Et s'il y a une nouvelle donne, vous allez le découvrir d'une manière plus précise tout à l'heure avec les chiffres, mais on a l'impression que, les chiffres le disent, elle n'est pas générationnelle. La moyenne d'âge des nouveaux producteurs entrant sur le marché en 2010 est de 43 ans. L'année dernière, la moyenne d'âge des chefs de poste était de 39 ans. Voilà au moins une chose que les producteurs et les techniciens ont vraiment en commun, la quarantaine. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, ils s'accordent tous à dire que nous sommes dans une industrie de prototypes, que chaque film est unique. Ils partagent le sentiment qu'ils travaillent tous ensemble pour le film. Je le mets là, entre guillemets, c'est lui qui va être le maître de tout, le film. Que c'est une œuvre collective qui nécessite une forte collaboration. On ne peut pas se passer l'un de l'autre de toute façon. Au-delà d'un travail, ils ont en commun d'abord une réalité et le véritable sentiment que travailler dans ces métiers, aussi bien producteur que technicien, c'est pas simplement des compétences, c'est pas simplement une fonction, c'est un engagement de vie où le désir, comment le nourrir, comment continuer, comment vivre tous les jours
avec ce métier, quand on le pratique pas, parce qu'on n'a pas de travail. Bref, tout ça, c'est une façon de vivre aussi, de faire aussi bien le métier de producteur que le métier de technicien. Alors, comme c'est un engagement, c'est un métier de rencontre, les producteurs disent par exemple qu'au-delà de compétences, c'est une équipe qu'on va constituer. Donc il faut aussi que les gens s'entendent entre eux ou correspondent ou se complètent. Donc le facteur humain est vraiment à tous les niveaux très très important. Ils s'accordent aussi tous à dire le rôle central, capital, c'est pour ça qu'on leur a donné aussi une grande place aujourd'hui, dans la relation entre techniciens et producteurs, le rôle central du directeur de production. Voilà toutes les choses auxquelles ils sont absolument d'accord. Ils ont aussi le sentiment commun d'une véritable méconnaissance de leur métier réciproque et de leurs évolutions. Cette méconnaissance entraîne de fait une non-reconnaissance. Et de fil en aiguille, vous imaginez le terreau fertile pour un climat de suspicion, des conflits qui peuvent exister suite à cela. Si personne, alors ça va aussi quelque chose où ils sont vraiment tous d'accord, si personne ne pousse la porte d'une salle de cinéma pour La Lumière de Caroline Champetier, je dis Caroline parce qu'elle nous fait un grand coucou, elle est en tournage, elle est là tous les ans, et elle m'a envoyé ce matin, elle nous souhaite à tous une très bonne journée. Donc Caroline Champetier, si personne ne pousse la porte pour sa lumière, tout le monde, producteurs et techniciens, sont d'accord pour dire que c'est quand même grâce à son nom, par exemple, qu'on peut monter un film. Rassurer les interlocuteurs incontournables des producteurs, et en particulier des nouveaux producteurs ou des nouveaux réalisateurs, les interlocuteurs incontournables qu'on va rencontrer tout à l'heure, c'est-à-dire les agents de comédiens, mais aussi les financiers, les chaînes de télé, etc. Donc voilà, les techniciens rassurent au niveau du montage, il ne faut pas qu'on oublie cela, financier. Du côté des producteurs, un état de fait, une fatalité acceptée, nous sommes les patrons, donc les boucs émissaires, nous sommes les employeurs, donc on cristallise aussi tous les reproches. Une relation de confiance est à établir, mais elle est aussi pour les producteurs à rétablir, car ils sont victimes aussi d'actes de producteurs peu scrupuleux qui peuvent salir aussi leur façon d'être vécus. Les producteurs estiment aussi qu'ils sont seuls à avoir la vision globale du film, quand les techniciens ont souvent une vision morcelée, et qu'ils sont seuls à prendre le risque. Ils souffrent du fait que l'on pourrait penser que la fonction de producteur est réduite à la seule capacité de lever des fonds, quand elle est tellement plus importante et multiple. Ils pensent qu'il y a une professionnalisation du métier de producteur à l'œuvre aussi, avec des compétences juridiques et financières qui sont peut-être plus demandées aujourd'hui qu'hier, des compétences à l'œuvre dans le cinéma d'aujourd'hui, les contrats multiples, des interlocuteurs différents, avec toutes ces sources de financement, qui demandent des choses incompatibles, et le métier de producteur, c'est précisément de les rendre compatibles avec toute la complexité que ça peut être. Par rapport à la technique, il y en a qui se reposent complètement sur le directeur de production, pas du tout par mépris pour les techniciens, mais simplement parce qu'ils ont vraiment le sentiment qu'ils ne connaissent pas grand-chose et qu'il y a vraiment quelqu'un pour gérer tout ça, c'est le directeur de production. Et ils l'assument totalement. Et puis d'autres, au contraire, non, ont besoin de dire leurs mots, conseillent, aiment, et sont très très proches des techniciens. Et ça n'a aucune incidence sur c'est un bon ou un mauvais producteur. Du côté des techniciens, le sentiment que la réalité de leur travail n'est pas prise en compte, et en particulier au niveau de la préparation et au niveau de la post-production. Les techniciens estiment que si les producteurs sont souvent seuls à prendre le risque, eux sont souvent seuls à faire les efforts conséquents. Et qu'on leur demande de plus en plus de choses, réduction des coûts, de plus en plus de rendement, le rapport au temps, le rapport aux stagiaires, et qu'il y a quelque chose, comme on pourrait dire, un petit effet pervers, qu'on peut résumer ainsi par un sociologue du
qu'a résumé un sociologue du CNRS à une conférence formidable qui a été organisée par les monteurs associés cet été. Il appelait ça l'exploitation du désir. C'est-à-dire, je suis technicien, j'ai lu le scénario, on m'a demandé de travailler sur ce film, j'ai très envie, pour des raisons... j'ai envie de travailler avec ce réalisateur, j'ai envie de travailler sur ce film, etc. Plus je vais montrer mon désir, et qui est nécessaire, parce qu'on a vu que c'était quand même l'engagement qui va faire qu'aussi le producteur va y être sensible, et le réalisateur aussi à ce désir. Eh bien, il y a un petit effet pervers là-dedans, on va se sentir fragilisé, pour être poli, dans sa relation de négociation avec le producteur. L'exploitation de la machine désirante. On en parlera peut-être... On parlera de toute façon de tout ça aujourd'hui. Hein. Cette enquête, c'est un peu, vous comprenez bien, le climat recueilli et qui est l'idée de tous les débats d'aujourd'hui. Alors, le sentiment que, donc, l'exploitation du désir, les films doivent-ils s'appeler films fragiles ou films sous-financés? Là-dessus, ils ne sont pas vraiment d'accord sur le terme. Je vous laisse deviner qui dit quoi. Le sentiment qu'on fait des économies, souvent avec la première variable d'ajustement, qui s'appelle le salaire des techniciens. Le salaire des techniciens, qui va être dit presque, il y a la suspicion, avant d'avoir épuisé toutes les ressources de financement, et que cela peut représenter justement une solution de facilité, puisque c'est possible. Et puis alors, de l'autre côté, du côté des producteurs, non, on parlera d'économie juste du film. On parlera d'arbitrage, d'ailleurs, et non d'économie. Et on dira, on a la vision globale, et justement, si on décide d'y aller, même en n'ayant pas tous les financements qu'on avait espérés au départ, c'est parce que quelque part, à un moment donné, reculer le tournage, c'est faire capoter complètement le projet, à cause des contraintes qu'on a, de contrats de chaîne, de casting de comédiens, etc. Donc il y a toute cette donnée-là qui est très très importante. Et se pose la question pour les techniciens de la compétence du producteur. Comment elle peut être évaluée? Comment évaluer la compétence d'un producteur qui donne l'élément de suspicion? Est-ce que, par exemple, les producteurs font des films, à chaque fois un film, évidemment, ou est-ce qu'ils font vivre leur boîte de production? Et jusqu'où cela peut être contradictoire? Il y a des chartes dans toutes les associations de techniciens, mais en fait, il n'y en a pas pour les producteurs. Est-ce que c'est possible qu'il y en ait une? Charte de bonne conduite. Un autre élément, c'est le fantasme et la réalité de la fidélité. Si le cinéma a besoin de diversité, les techniciens ont le sentiment qu'ils n'ont pas intérêt à ne faire que des films sous-financés. Et pas que pour des raisons financières. C'est parce qu'à un moment donné, ils peuvent devenir ce qu'on appelle des techniciens low cost. La réduction des coûts est un peu vécue comme un mantra et qui, à l'arrivée, par erreur, manque de professionnalisme, peut coûter très cher. Le numérique, renouvellement incessant du matériel, peut aussi créer des faux besoins, des vraies dépenses, et pas toujours au service du film. Et ça, et les producteurs et les techniciens peuvent s'en sentir victimes. Et c'est un petit peu comme si l'industrie des caméras, etc., crée comme ça de plus en plus de besoins qui vont être aussi, pour le réalisateur, une façon... Enfin voilà, vous imaginez, ça demande beaucoup de compétences, de professionnalisme et de discernement. On verra comment, par exemple... je vois Eve Machuel dans la salle, qui est une de nos intervenantes de l'après-midi, comme en Nord-Ouest Productions, qui a quand même de la bouteille, a fait son premier film en numérique avec Kassovitz. L'ordre et la morale. Donc, ces techniques demandent une formation continue non-stop, et ça participe peut-être aux difficultés de dialogue entre les deux, parce que ça devient tellement compliqué, ces histoires, que les producteurs, à un moment donné, peuvent être tentés de renoncer à vouloir les comprendre. Enfin, l'industrie du cinéma, le cinéma, c'est un petit peu le monde entier sur nos écrans, par les fictions proposées. Donc c'est peut-être pas un hasard si l'industrie du cinéma est concernée évidemment par la crise économique,
actuelle, mais qui a toujours eu lieu, traversée aussi par l'économie, l'évolution du travail, les nouvelles organisations, le besoin de régulation et la dérégulation d'un autre côté, la révolution numérique, des thèmes qui ne concernent pas que le cinéma. C'est normal que l'industrie en même temps, qui fait partie de ce monde, en soit concernée. Le besoin d'éthique, de considération, le besoin de justice, de dialogue, de confiance. Le mot confiance sont les mots qui, depuis un an, nous sont renvoyés dans nos entretiens, dans les questionnaires libres. Voilà, donc j'espère que ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Et je souhaite que cette journée d'échange participe à alimenter cette confiance. Avant de vous dévoiler les chiffres encore, quelques minutes, je vous propose de continuer cette enquête qualitative en images, puisqu'on a la chance d'avoir un film. Alors, ça marche pas? Si, Guillaume. Voilà, on s'est dit, point de vue multiple de producteurs, vous m'avez entendu, résultat comme ça, synthèse de plusieurs mois de travail, et maintenant on continue, on va carrément les voir, les producteurs, grâce à la chaîne Allociné, notre partenaire, et Guillaume Martin, le réalisateur, qui va nous présenter cette visite chez les producteurs. Donc vous allez voir, il y a un petit côté aussi Rose Pourpre du Caire, puisque il y en a qui sont là, et il y en a qui là, et puis il y en a qui seront là aussi dans la salle. Bonjour, eh bien donc voilà, je suis Guillaume Martin d'Allociné, et en fait pour nous la rédaction d'Allociné, il était vraiment important de donner la parole aux producteurs. D'habitude on est d'ordinaire habitué à interviewer des acteurs, des réalisateurs, donc cette fois-ci on a voulu mettre en lumière des gens qui restent souvent dans l'ombre. Voilà, donner la parole à des gens sans qui les films ne pourraient pas se faire. Donc vous allez le voir, c'est un reportage qui dure une vingtaine de minutes. Donc il sera diffusé en format un peu plus long sur la chaîne Allociné TV. Je signale qu'il y a une petite erreur de synthé. Il y a écrit Michel Liégeois, mais c'est Philippe Liégeois, et ce sera corrigé pour la diffusion sur Allociné. Et donc c'est un reportage qui s'articule sur deux axes. Donc le métier de producteur, c'est les producteurs qui nous donnent leur propre définition de leur profession. Donc c'est le métier de producteur par ceux qui l'exercent. Et puis le deuxième axe, c'est la relation des producteurs avec les techniciens, donc qui est le thème central du colloque. Voilà, il me restait sinon à remercier tous les producteurs qui se sont prêtés à ce jeu des entretiens. Donc, oh non. Donc on dit, c'est une surprise, c'est une surprise. Donc voilà, je vous souhaite une bonne projection. Merci à vous. Merci Guillaume. Alors, après donc ce petit voyage avec l'étude qualitative, le film, maintenant on rentre directement dans l'enquête qu'on a réalisée sur les producteurs entrants sur le marché 2011, les nouveaux producteurs. Alors, quelques mots quand même pour vous dire que l'industrie du rêve, c'est ni la Sofres, ni le service statistique du CNC. C'est une enquête et non pas une étude. C'est important. Maintenant, vous avez la possibilité aussi... disons que ce sont des chiffres qui vont nous permettre d'alimenter le débat. Si on parle d'études, je vous conseille aussi, la semaine dernière à Angers a été organisé un colloque sur les premiers films. Vous avez sur le site du CNC ou du SPI ou les deux, je ne sais pas, une véritable étude faite par le CNC sur les premiers films et l'emploi dans les premiers films. Notre enquête, là, va s'intéresser aux producteurs. Alors, si on fait le rapport, juste ce que vous ne verrez pas, ce que vous n'avez pas dans votre sac sur l'enquête, deux nouveaux chiffres importants. On a voulu faire le rapport entre les premiers films des réalisateurs et les premiers films des producteurs. Sur les 95 nouveaux producteurs 2011, 57 ont produit des premiers films de réalisateurs, soit 39 films concernés sur les 76 films produits. Les 38 autres producteurs ont donc produit un long métrage qui n'est pas un premier film. Alors, la méthodologie de l'enquête. Donc, nous avons analysé les équipes de production de chaque film français
à partir des chiffres fournis par le CNC pour les films majoritairement français agréés en 2011. Donc avec la base de données aussi Unifrance et Allociné, IMDb, enfin un peu partout. Le principe a été de repérer tel producteur délégué de chacun de ces films et d'analyser ensuite leur filmographie. Nous avons ainsi extrait ce que nous appelons les producteurs entrants. Et nous avons choisi de considérer comme producteurs entrants ceux qui ont produit leur premier ou leur second film. Donc, et leur second film aussi. S'ils ont été coproducteurs, producteurs exécutifs, directeurs de production sur d'autres projets avant d'être pour la première fois producteurs délégués, nous n'avons pas tenu compte de ces autres statuts. En ce qui concerne la nationalité des films concernés, nous avons sélectionné ceux qui sont majoritairement français, en termes de production bien sûr, mais également si l'équipe technique, le casting et la langue sont majoritairement français. Il est à noter que le producteur délégué d'un film français peut être étranger. Dans ce cas, si ce producteur entrant travaille principalement sur des films français, nous le considérons comme un producteur du cinéma français. Nous avons par la suite étendu cette enquête aux années 2010-2009, enfin bref, on est remonté jusqu'en 2006, afin d'avoir un comparatif avec les années précédentes. Cette fois, les producteurs entrants ont été recensés de façon plus concise, en se renseignant uniquement sur leur nombre, toujours selon la méthode décrite plus haut, premier et deuxième film, mais aussi la localisation de leur société de production et en les distinguant selon deux catégories, ceux qui ont continué dans les métiers de la production après le film, que ce soit toujours en tant que producteur délégué, mais également comme directeur de production ou producteur exécutif, producteur associé ou coproducteur, et ceux qui n'ont pas continué. Alors, la localisation, nous les avons triés par département de la région. Étant donné que ce complément d'enquête couvre 5 années et qu'il s'agit de repérer le premier ou deuxième film sorti, il y avait le risque de compter 2 fois le même producteur d'une année sur l'autre. Quand nous tombions sur le deuxième film d'un producteur, nous avons donc vérifié la date de sortie de son premier film pour voir si elle n'était pas située entre 2006 et 2010. Alors, nombre de films majoritairement français agréés CNC, 2001-2010. Il y a un petit différentiel entre les agréés et les sorties qui est à peu près de 4. Pour être très très précis, on s'intéresse aux agréés. Voilà, 2001, 172, 2002, 163, 2003, 183, 2004, 167, 2005, 187, 2006, 164, 2007, 185, 2008, 196, 2009, 182, 2010, 203 et enfin 207 pour 2011. Je rappelle à tous les nouveaux spectateurs qui viennent d'arriver que l'enquête est intégralement dans votre sac qui vous a été remis. Donc voilà. Sac rose. Ceux qui n'en ont pas en auront. Alors, depuis 2006 jusqu'en 2010, 451 producteurs délégués entrants. Depuis 2006 jusqu'en 2010, 200 ont cessé la production, soit 44,3% d'entre eux. 55,6% ont continué à produire jusqu'en 2010. Alors si on reprend par année, 2006, 112, 37 qui n'ont plus rien produit depuis. 2007, 100, 26 qui n'ont plus rien produit. 2008, 77 producteurs délégués entrants, 38 qui n'ont plus rien produit. 2009, 78, 40 qui n'ont plus rien produit. 2010, 84 producteurs, 59 qui n'ont plus rien produit.
Voilà. Donc évidemment, plus ça monte, c'est normal, puisque vous allez voir la durée de vie d'un film étant à peu près de 2 ans et demi, 3 ans. Plus on arrive en 2011, plus on considère qu'ils sont toujours là. On ne sait pas. Alors évidemment, vous avez vu tout à l'heure dans la petite synthèse que je vous ai présentée, les directeurs de production sont capitales dans la relation, donc on s'est un petit peu intéressé à eux aussi. Pas beaucoup, mais on les a tout à l'heure en vrai. 61 nouveaux directeurs de production répertoriés sur les 207 films majoritairement français agréés en 2011, soit 29,46% d'entrants. Pour 63% d'entre eux, il s'agissait de leur premier film. Pour 37% d'entre eux, il s'agissait de leur deuxième film. Voilà, donc 95 producteurs délégués entrants en 2011. 72,63% d'entre eux ont produit leur premier film. 29,47% de leur deuxième film. Au niveau du budget, donc le budget général des... Alors, maintenant, on a réussi, à partir de maintenant, l'enquête se développe sur 45 producteurs. C'est-à-dire que, par rapport à toutes les données que nous avons recueillies, on a pu vraiment le faire jusqu'à maintenant, ce que je vous ai présenté, sur la totalité des producteurs. Maintenant, au niveau du questionnaire, où on rentre vraiment précisément sur l'âge, le parcours, ce qui, d'une manière plus précise à chacun d'entre eux, nous avons réussi à en joindre 50%. Donc à partir de maintenant, c'est sur 50%. Les autres n'ont pas disparu, je tiens à le signaler, mais ils n'ont pas voulu répondre ou étaient en déplacement, on n'a pas réussi à les contacter, mais enfin ils existent. Alors, un total de budget de 192 millions d'euros, 84 047. Et comment ça se répartit par tranche budgétaire? De 0 à 1 million, 6 films. De 1 à 4 millions, 24 films. De 4 à 7 millions, 6 films. De 7 à 10 millions, 2 films. Et au-dessus de 10 millions, 7 films. Alors, on a été leur demander à ces 45-47 personnes quel âge ils avaient. C'est là qu'on arrive à la moyenne d'âge de 43,68 ans. Vous voyez comment ça se découpe. 20-25 ans, il n'y en a pas. 25-35, 7. 35-45, 19. Plus de 45 ans, 18. Le parcours. 36% sortent de formation universitaire généraliste, 17% sortent d'écoles privées audiovisuelles cinéma, 6,3 sortent de grandes écoles, donc c'est Louis Lumière et Fémis, 6,3 sortent d'une prépa maths ou ingénieur, 4,2% sortent d'une université finance-gestion, 4,2% sortent d'écoles hors audiovisuel cinéma. Donc ça va concerner voilà, tout ce qui est hors cinéma. 2% sortent d'une prépa littéraire, 2% sortent d'une école de commerce-gestion et 21,2% n'ont pas indiqué leur formation et ont déclaré s'être formés sur le tas. Quelles activités avez-vous exercées avant le métier de producteur? Donc, activité dans le cinéma, 53,19%. Activité dans l'audiovisuel, 6,3%. Activité hors cinéma, 40,4%. À combien de courts-métrages ou autres, TV, pub, séries, musique, avez-vous participé? Donc il y a 855 courts-métrages
de fiction produits. Les courts-métrages représentent 65,6%. 250 pubs clips représentent 19%. Nombre de documentaires télé, 103, 7,9%. Nombre de séries télé, 53, 4%. Nombre de longs de fiction, longs métrages de fiction, hors producteurs délégués, 42, ce qui fait 3,22%. Lors de votre dernier projet, combien de temps s'est écoulé entre son développement et le bouclage définitif du financement? 2,7 ans. Quels sont vos prochains projets? 76,5% ont moins ou plusieurs longs métrages de fiction ou projets en développement. 23,4% n'ont pas de projet de long métrage de fiction en projet ou en développement. Avez-vous tourné post-produit à l'étranger et pour quelles raisons? 63,8% ont tourné post-produit à l'étranger, dont 56,6% pour des raisons artistiques, 43,4% pour des raisons financières, crédit d'impôt, coproduction internationale, coût des industries techniques moins élevés, 36,2% n'ont pas tourné post-produit à l'étranger. Selon vous, les techniciens français sont-ils mieux formés que les techniciens étrangers? 36,1% estiment que les techniciens français ne sont pas mieux formés que les techniciens étrangers. 17% estiment que les techniciens français sont mieux formés que les techniciens étrangers. Et 46,9% sont sans avis sur la question ou indiquent que cela dépend des postes. Entre vous, le directeur de production et le réalisateur, qui choisit les chefs de poste? Alors, le trio producteur, réalisateur, directeur de production représente 44,6%. Couple réalisateur-producteur, 40,2%. Le réalisateur qui choisit seul, 8,5%. Le producteur qui choisit seul les chefs de poste, 6,3%. Voilà. Merci de votre... Je remercie l'équipe. Ah bah oui, l'équipe de l'enquête, bien sûr. C'est vrai qu'ils ont été très nombreux, qui se sont acharnés à les joindre par portable, à l'autre bout du monde, par téléphone. Marie Baldo, Kevin Gauthier et Anne Bourgeois, qui a dirigé cette enquête. Et votre servitrice, comment on dit. Voilà, merci. Et les conseils, évidemment, le regard acéré de Serge Cheritzky. Alors...